L'Opco Atlas et Sinovaction vous présente le point de vue d'expert sur l'évolutivité et l'adaptabilité du logement, enjeu des transitions de l'habitat. Effectivement, l'évolution des usages faisait que les logements avaient parfois changé de destination, ce n'était pas simplement du logement, et ça prenait plus d'utilisation que ce que ça avait auparavant. Oui, alors on peut distinguer deux grands sujets. Il y a le sujet de la cohabitation et des différents usages qu'on peut faire d'un appartement, qui se multiplient, qui se complexifient, avec le télétravail, avec les cohabitations, avec les horaires qui peuvent être décalés. Ça c'est une chose, et on veut en plus aujourd'hui vouloir avoir des espaces partagés. De plus en plus on a des logements avec des espaces communs qui sont de plus en plus nombreux. Ça c'est à un moment donné un projet dans une configuration qui peut être riche et complexe de ces usages. Et puis après il y a l'adaptabilité au sens rénovation, on va faire des nouveaux usages, on va modifier des cloisons, on va déplacer des cloisons, on va créer des nouveaux... au cœur d'une rénovation, on va en profiter d'une rénovation pour faire autre chose. Ces deux sujets qui sont à la fois assez proches, mais qui peuvent être peut-être distingués l'un de l'autre, avec à chaque fois des problématiques acoustiques totalement fondamentales. On a déjà des grosses difficultés aujourd'hui à avoir des logements satisfaisants du point de vue acoustique, alors qu'on est dans un schéma très classique, avec un couple et des enfants dans un lieu isolé du reste du monde, et à l'intérieur de cet appartement, tout le monde cohabite avec une grande intimité. Là on introduit des activités différentes, des gens différents, donc il y a des intimités différentes. On travaille beaucoup en ce moment au niveau de l'acoustique sur la notion d'intimité, comment on peut faire intervenir le fait que les gens se connaissent et peuvent supporter le bruit de l'autre. Quand c'est la famille, quand c'est les parents et les enfants même s'ils font du bruit pour les parents, et les parents peuvent les faire taire, mais c'est la même cellule familiale, et c'est assez facile à gérer en termes de gestion d'acoustique. Quand il y a d'autres usages, ça se complexifie. Et on entre de plus en plus dans cette complexité aujourd'hui, alors qu'on a déjà du mal à avoir des logements satisfaisants, et que l'enjeu aujourd'hui sur les logements actuels est extrêmement important. On a encore des enquêtes, il y a 15 jours, il y a un sondage sur 10 000 personnes qui dit quelle est votre principale raison pour déménager. C'est pour avoir un peu plus de place, pour accéder à la propriété et pour être au calme. Et qu'est-ce que vous cherchez si vous voulez un nouveau logement? Plus de mètres carrés, accéder à la propriété et le calme. Alors il y a le calme, la lumière et la qualité de l'air, de l'air. Mais tout ça, ce sont des dimensions qu'on ne peut pas oublier dans ces sujets-là. Et pour nous, c'est un enjeu totalement majeur de société, quoi. Vous, en tant que praticien au quotidien, donc pour répondre à cette demande, donc l'espace, les acousticiens, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein, mais justement cette notion de maîtrise du bruit, quels sont les éléments clés sur lesquels vous pouvez appuyer et comment ça s'inscrit dans un processus créatif? Le premier sujet, c'est toujours la programmation, d'avoir un programme, de savoir ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, il y a un peu le mythe qui apparaît avec toutes les questions écologiques. On va rénover tous les bâtiments, et à l'intérieur de ces bâtiments, on va faire tout type d'activité. On peut faire à la fois du bureau, du logement. Ça, c'est un rêve, mais du point de vue acoustique, c'est totalement irréaliste, parce que ça voudrait dire surisoler tous les espaces les uns par rapport aux autres pour que les activités puissent cohabiter. Mais ça a un coût démesuré, et en plus la flexibilité elle est pas possible. Donc on est obligé d'aller
beaucoup plus fin dans l'analyse. Donc le point d'entrée de ça, c'est de savoir ce qu'on veut faire dans ces bâtiments, dans ces projets de rénovation ou de bâtiments. Mais si justement par rapport à cette difficulté que vous rencontrez, si moi, dans le cadre d'une programmation, je vous dis par exemple, le logement et l'habitat de demain, il doit me permettre, dans ma cellule familiale, de vivre en horaire décalé entre mon épouse et moi, et mes enfants. Éventuellement que l'un ou l'autre, ou les deux, puissent travailler à la maison, et que les enfants soient à la maison parce qu'il n'y a pas d'école, et que, parce qu'on va vieillir, en même temps, je risque de recevoir du service à domicile. Du coup, les pistes, ou déjà au départ la réflexion, au-delà de la complexité qu'on ne peut pas tout faire, les marges de manœuvre, elles sont où? Eh bien, encore une fois, si on prend brutalement toutes ces possibilités, on va surisoler, on va rechercher le même isolement entre deux chambres d'un appartement qu'on cherche aujourd'hui entre deux appartements. Donc ça c'est pas réaliste économiquement et même techniquement. Après, c'est très difficile de déplacer les cloisons. Donc on va forcément accepter dans certaines configurations d'avoir des isolements, que ce soit au bruit aérien, au bruit d'impact, qui sont plus modestes. Donc il va falloir pousser plus loin la réflexion et par exemple imaginer un logement dans lequel on va dire il va y avoir une pièce qui va être très isolée des autres pièces, et si à un moment donné il y a une personne je sais pas, qui travaille la nuit alors que les autres travaillent le jour, ou même le contraire, elle pourra utiliser cette pièce là pour être tranquille puisqu'elle est décalée, et quand elle a besoin de se reposer et d'être au calme, cette pièce là l'isole et elle peut être tranquille dans cet espace là. Ça pourrait être, ou alors avoir deux pièces dans un logement qui serait très isolé sans forcément isoler tout le logement. Après, c'est à réfléchir au cas par cas. C'est une des grandes pistes qu'on peut avoir. Après, il y a des possibilités techniques quand on veut pouvoir bouger des cloisons avec des grandes performances acoustiques. Mais c'est pareil, ça doit être pris en compte dès le début. Il faudrait pour cela connaître d'avance quelles sont les positions des cloisons qu'on peut envisager de déplacer. Techniquement, les solutions que vous avez, qui donc répondraient à la maîtrise de la gêne acoustique, ce ne sont pas des solutions transférables dans la modularité, dans l'adaptabilité. Une cloison acoustique, je ne la déplace pas? Une cloison acoustique, la cloison elle-même, elle peut se déplacer, donc déjà elle est un peu épaisse, un peu chère. Et puis surtout, il peut y avoir des transmissions qu'on appelle parasites, au niveau de la façade, au niveau du plafond, au niveau du sol, au niveau des cloisons. Donc il faut gérer tout ça. Par exemple, typiquement, un gros sujet, ça va être si on a des planchers flottants, par exemple. Si on déplace une cloison, on va la déplacer sur le plancher flottant, et ça va passer sous le plancher flottant. C'est le plancher flottant qui va transmettre les bruits d'un espace à l'autre. Donc on va être très limité si on veut rechercher un isolement assez performant. Dans l'habitat, c'est rare d'avoir des planchers flottants. Ça existe? Oui, c'est rare, mais ça peut. Là, on est en train de réinventer le monde de demain, puisque en fait, on est en train de partir vers énormément de rénovation. Alors, on fait un énorme chantier de la rénovation thermique. Si on ne s'intéresse pas à l'acoustique, c'est pas du tout durable, ça va pas fonctionner. Les gens vont être malheureux. Déjà, c'est une des principales raisons de quitter son logement, c'est d'aller chercher du calme, ce que disait l'enquête là dont je parlais, qui est toute récente, la semaine dernière. Et si en plus on fait des rénovations et qu'on dégrade l'acoustique, on va vers un sujet majeur de société, quoi. Donc on va faire des rénovations, puis après on va dire ça marche pas. Nous, on a des cas particuliers qui nous appellent régulièrement en disant je viens d'acheter un logement, l'acoustique est déplorable. C'est au moment des travaux qu'il faut faire de l'acoustique. Une fois que c'est fait, c'est très très compliqué de bricoler. Donc ça, il faut vraiment intégrer ça dès le début. Alors on a des solutions techniques, elles existent toujours. Après, c'est technico-économique la question. La question, elle est économique. Arriver à faire cette flexibilité tout en ayant une faisabilité en termes de l'acoustique, il y a un équilibre à trouver. Et donc, ça ne peut pas être universel. On ne peut pas avoir une flexibilité totale. Ça coûterait trop cher, beaucoup trop cher. Alors, à propos de faisabilité, il y a un point aussi sur lequel on insiste, c'est que quand on fait de la rénovation, les projets ne sont pas toujours faisables. Par exemple, on a un exemple
d'une tour de bureau qu'on a transformé en hôtel. Donc si on avait un hôtel avec des exigences pas trop élevées, on y arrivait. Mais à un moment donné, il y a eu un preneur qui a dit, moi je veux un hôtel avec des normes, des cahiers des charges de qualité acoustique élevée. Et bien c'était pas faisable parce qu'on n'avait pas les hauteurs de plancher suffisantes. Donc on n'arrivait pas à atteindre les performances demandées pour ce type de bâtiment. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vraiment, dont on a très peu conscience, c'est la faisabilité. Il y a des logements, parfois, ça nous arrive de dire à des maîtres d'ouvrage, non, là, c'est pas faisable, c'est pas satisfaisant de faire des logements à cet endroit-là. Parce que, par exemple, l'ambiance extérieure est très calme et il y a un train qui va passer une fois de temps en temps et qui fait énormément de bruit. Donc là, dans ce cas de figure, quand on a des cas extrêmes comme ça, c'est pas sérieux de faire des logements parce que les gens qui vont habiter dans les logements seront gênés dans tous les cas. Et du coup, si je me projette dans la démarche qu'au-delà du logement, comme tu l'as dit au départ, ça peut être aussi plusieurs séries de logements avec des tiers-lieux, des lieux communs, qui permettent d'avoir une approche de vie sociale, on va dire, à peu près construite. Donc ça c'est une approche qu'on a déjà, c'est-à-dire qu'on a régulièrement des projets dans lesquels on va dire, ben là on va faire une salle de télévision qui sera commune à tout le monde, par exemple, ou une laverie, ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de promoteurs qui essayent d'aller dans cette direction-là, et ça pour nous c'est très intéressant, parce qu'on va travailler cette salle-là. Par exemple, si on veut faire une petite salle de fête, enfin une petite salle, à l'échelle de l'immeuble ou ou de la résidence, je ne sais pas, et bien ça, nous, on sait faire techniquement. On va faire une boîte dans la boîte, plus ou moins chère, plus ou moins performante, en fonction du contexte. Mais au moins, on connaît l'usage, on connaît l'activité, et on peut la traiter. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est prendre un appartement et dire, ben là, on va en faire une salle de sport pour faire de la Zumba. Et ça marche pas. Et le premier cours de Zumba, tout l'immeuble flambe. Donc. et du coup, dans les projets que vous avez avec ta société l'habitude de conduire, comment les promoteurs arrivent, je dirais, à rentrer dans cette démarche de l'habitat collectif avec des espaces partagés, parce que ça change quand même le coût, enfin il y a des enjeux financiers derrière qui sont quand même particuliers. Comment ça se met en réflexion? Comment ça se décide? Est-ce que les usagers sont invités à participer? Est-ce que c'est des projets collectifs? Ou est-ce que c'est, on va dire, des projets financiers qu'on essaie de vendre? Je pense qu'il y a tous les cas de figure, ça dépend des personnalités des maîtres d'ouvrage. Et encore heureux, on n'est pas dans une vie complètement standardisée. Le rêve du standard, il faut l'abandonner dans les espaces de vie. On a besoin d'espaces différents. Et effectivement, les maîtres d'ouvrage sont très très contrastés par rapport à ça. Il y en a qui veulent vraiment aller dans cette direction-là, qui font participer les voisins, enfin les futurs habitants potentiels, les gens du quartier, etc. Et il y en a d'autres qui effectivement essaient de reproduire des schémas un petit peu rapidement. Donc il y a un peu tous les cas de figure. Et qu'est-ce qui les motive? Encore une fois, tant que le programme est suffisamment clair, on sait faire aujourd'hui économiquement et techniquement, on sait faire parce qu'on sait identifier, si on sait identifier clairement avec le maître d'ouvrage les activités qu'il y a dans un bâtiment, nous techniquement on sait faire tous les cas de figure en fait. On peut gérer tous les cas de figure. La difficulté, ça va être de dire, ah ben oui, mais peut-être que je vais changer dans 3 ans, dans 6 ans. Là ça devient plus, c'est là qu'il y a vraiment une innovation à apporter. Alors, l'innovation, elle pourrait se faire à quel niveau? Au niveau, encore une fois, d'imaginer quel type de transformation on peut faire. Peut-être pas non plus de vouloir tout faire dans tous les lieux. Là, on est un peu confronté à ce mythe-là, on veut tout faire. Ok, c'est pas une boîte dans laquelle on met un Lego n'importe comment, parce que ça marche pas, en tout cas en particulier en matière dans notre domaine, quoi. Et donc si on identifie suffisamment les choses,
en disant ben, par exemple, je veux pouvoir avoir une décloison, enfin des espaces performants d'un point de vue de l'isolation acoustique. Je peux les identifier et je sais que je vais pouvoir les déplacer. Et éventuellement, je peux en créer des nouveaux que je ne crée pas tout de suite, mais je les créerai plus tard. Si je suis capable de faire ça dès le début, ça pour moi, c'est ça la piste. C'est d'essayer, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, au lieu de faire un logement isolé du reste du monde, et puis à l'intérieur du logement, on n'a aucune isolation acoustique, essayer d'identifier, faut-il plusieurs des espaces, alors soit communs qui sont isolés plus ou moins, parce qu'on sait quel type d'activité il y a dedans, ou alors si on veut avoir le potentiel de transformer un espace qui pour l'instant est commun en salle des fêtes pour les habitants de l'immeuble, ben là on a besoin de hauteur sous plafond par exemple. Parce que si on n'a pas de hauteur sous plafond, on ne va pas pouvoir renforcer le sol, le plafond, etc. Donc on peut anticiper en termes de volumétrie, en termes de technique, ce genre de choses. Et par rapport à ton expérience, on va dire ces promoteurs privés et puis on va dire les bailleurs publics, hein, par rapport à ça, qu'est-ce qui les décide, qu'est-ce qui les motive pour réfléchir à cette adaptabilité, ou qu'est-ce qui les freine? Alors c'est vrai, enfin, je pense que ce qui les motive, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie demande autour de ça. La société, elle évolue, la cellule familiale elle-même, elle évolue, et que je pense que la plupart des promoteurs ont bien entendu ce signal-là déjà. Ils ont déjà beaucoup, enfin souvent pris conscience de ça. Ils ont envie aussi d'avoir un projet pérenne, donc pour pouvoir afficher une variabilité dans le futur. Ça, je crois que l'intérêt, il est clair. La difficulté, c'est d'intégrer ça dans le programme de manière technico-économique viable, quoi. Et dans ce cadre de l'adaptabilité, parmi les gens que j'ai pu interviewer, donc au-delà du logement, on va dire, qui se transforme en fonction de l'habitat, hein, puisque c'est cette réflexion, il y a cette relation, on va dire, dedans-dehors, l'habitat collectif dans une insertion urbaine. Donc comment vous, technicien et ingénieur de l'acoustique, vous abordez cette question, je dirais, de l'insertion de l'habitat dans un espace urbain? Alors là on commence à frotter avec les questions urbaines. On intervient aussi beaucoup en matière d'urbanisme. Et là, toute la difficulté, c'est toujours pareil, c'est la limite de prestation. Donc on va faire des études urbaines. Et après, il faut toutes les idées qui ont été mises en place, il faut bien les traduire pour que les preneurs puissent les incorporer dans leur projet, quoi. Il y a pas mal de projets qui sont intéressants d'un point de vue technique. C'est quand on a un promoteur privé qui lui-même prend toute une zone et qui fait plusieurs bâtiments, plusieurs espaces. Donc ça c'est intéressant parce qu'on peut gérer à la fois le côté urbanistique et en plus avoir des économies d'échelle, parce que du point de vue acoustique on connaît très bien l'ensemble du site et donc on va pouvoir assez finement traiter chacun des espaces. Donc on peut traiter à la fois l'urbanisme, le travail en urbain, il va pouvoir servir à l'échelle du bâtiment, donc ça c'est intéressant économiquement. Et puis on peut introduire des idées. Ce qui est compliqué, c'est il y a certaines relations avec l'ensemble de la ville qui sont parfois peut-être un peu écartées. Je pense en particulier à la notion de zone calme. Quand on cherche à avoir des zones calmes accessibles aux citoyens, en particulier dans les grandes agglomérations, l'idée c'est que chacun puisse accéder à un espace extérieur calme pour se reposer, pour vivre et l'identifier. Et donc il faut arriver à gérer la gestion urbaine et la gestion des projets pour garder cet objectif-là. Et du coup, comment vous vous débrouillez dans cette approche, on va dire, programmatique, pour comprendre la réponse que vous allez apporter, devant la différence peut-être de point de vue qu'il peut y avoir
Donc, est-ce qu'il y a une méthode pour appréhender cette différence de point de vue? Et en même temps, par rapport aux usages, même si l'élément calme apparaît facilement, autour de l'habitat, il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont liées à la mobilité, au stationnement, enfin, voilà, qui mettent en jeu des éléments acoustiques. Ouais. Comment ça se traite? Notre grande difficulté par rapport à ces projets-là, c'est que on a tendance à intervenir à une phase. Soit on est en urbanisme très en amont, soit on est côté maître d'ouvrage pour un bâtiment, pour un projet. C'est très compliqué d'être là tout du long du projet pour, quand il y a des idées intéressantes qui ont été portées au début, d'arriver à les faire vivre jusqu'à la fin du projet. Ça, c'est notre grande difficulté, c'est d'être présent tout au long des projets, quoi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas. En général, on est rarement missionné d'un bout à l'autre du projet. Alors justement, quand c'est des grands promoteurs privés, on a plus facilement cette possibilité-là d'avoir un travail à la fois urbain et de rentrer après dans les bâtiments. Et du coup, on peut gérer ce genre de situation. Bah tiens, la cohabitation de tel espace par rapport à tel autre, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça, c'est toujours... Ça peut être plus riche de gérer l'ensemble de la zone, quoi. Et par rapport à une approche de démarche participative citoyenne, comme on voit aujourd'hui, comment vous abordez cela entre vous, un point de vue d'expert, si je caricature, avec une mesure, vous êtes capable de montrer, hein, Ouais. voilà, il y aura tant de décibels. Et puis, je me rappelle dans les discussions qu'on a eues au préalable sur la perception du bruit. Si c'est un bruit familier, je l'accepte. Si c'est un bruit non familier, je l'accepte pas. Comment vous abordez ça? Alors, on a assez peu, on est rarement invité dans les participations citoyennes. Il y a quelques cas sur lesquels on y est quand il y a des gros soucis de bruit de chantier. Et là, on fait un peu médiateur entre la demande des riverains, on va dire, et les exigences de l'entreprise. Donc essayer d'écouter la demande des riverains, voir avec l'entreprise comment on peut faire, expliquer aux riverains ce que fait déjà l'entreprise pour essayer de minimiser la gêne. Donc là, on est très souvent en lien avec les citoyens, on va dire, au sens large, et les entreprises. On peut y être aussi en urbanisme, quand on veut faire aussi de l'assistance à l'élaboration des plans de prévention du bruit dans l'environnement, par exemple. On peut faire à l'échelle d'un quartier, essayer d'identifier. Donc parfois on anime ce genre de réunions, mais ce sont des réunions qui sont quand même en général centrées sur l'acoustique. Quand il y a un sujet acoustique, on va essayer de travailler ce genre de choses. On intervient très peu en démarche citoyenne quand c'est un projet généraliste. Parce qu'après c'est toujours pareil, c'est une question de moyens. On n'a pas les moyens de nous faire intervenir dans ce genre de réunion dans lequel on aborde tous les sujets simultanément, quoi. C'est bien dommage, on aimerait bien, hein, mais ce serait bien. Donc forcément, on est un peu en deuxième rideau quand le maître d'ouvrage lui-même a déjà fait ses premiers choix et nous, on arrive à ce moment-là. Et est-ce que ça veut dire aussi que votre métier, finalement, aurait plus d'influence sur les orientations s'il était associé à la programmation plutôt qu'à une maîtrise d'œuvre? Ah, c'est pas plus ou moins, mais il faudrait absolument qu'on soit associé à la programmation, en particulier en rénovation. À la limite, dans le neuf, on a une réglementation. Malheureusement, en France, on considère que la réglementation acoustique, c'est un nirvana, alors que ça devrait être au contraire un minimum. C'est un minimum acceptable, la réglementation, et c'est vrai dans tous les domaines, elle est censée être un minimum. En matière d'acoustique, on a tendance encore à considérer que c'est extraordinaire parce qu'on est conforme à la réglementation. Donc on pourrait être beaucoup plus fort que la réglementation, mais au moins on a cette référence-là. En rénovation, on n'a pas d'obligation réglementaire en matière d'acoustique. Et donc là, il y a un besoin de programmation en acoustique extrêmement fort, y compris dans les logements, parce qu'on va déséquilibrer l'acoustique rien qu'en changeant la façade, la thermique de la façade, donc en général des fenêtres, donc ça va changer la perception
du bruit de l'extérieur, et donc on va entendre différemment les bruits de l'intérieur. Et donc là, est-ce qu'il faut ou pas modifier telle chose à l'intérieur? Et donc là, c'est une notion de programmation dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin, puisqu'on change les fenêtres, on les change pour des raisons thermiques, est-ce qu'il faut mettre des fenêtres encore plus performantes pour des raisons acoustiques, ou est-ce que des fenêtres encore plus performantes, donc ce qui serait pertinent, puisqu'on ne va pas changer les fenêtres pour l'acoustique, puis 3 ans après les changer pour une raison acoustique. Si on les a changées pour la thermique, autant les changer pour la thermique et l'acoustique. Mais il y a aussi tout le reste, donc il faut aussi regarder l'ensemble des problèmes, et ça c'est au moment de la programmation, parce qu'il y a une notion de faisabilité, et puis la programmation c'est vraiment le point fort, le point d'entrée, effectivement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier derrière, hein. Mais oui, c'est un point d'entrée qui va gagner en importance, avec notamment toutes ces notions d'adaptabilité, et si on veut introduire l'adaptabilité, il faut une programmation. Et alors, du coup, en élément de synthèse, est-ce qu'on pourrait dire que rentrer dans une démarche de l'adaptabilité, c'est vraiment définir des scénarios d'usage, voilà, pour avoir des réponses techniques appropriées et ne rien avoir, on va dire, oublier, que ce soit thermique, que ce soit acoustique, que ce soit éclairage. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, parce que en fait, il y a le scénario d'usage dans la tête de l'utilisateur potentiel ou des citoyens qui eux-mêmes, ces scénarios d'usage ont été sont transformés dans la tête du maître d'ouvrage qui va le retraduire en usage. Et pareil, l'acousticien ou le thermicien, l'acousticien, je peux parler de l'acousticien, lui, quand on va lui parler d'un usage, il va penser usage, donc qu'est-ce qui se passe du point de vue acoustique? Si je veux faire une salle de yoga, ah oui, il faut que je sois quand même très, très bien isolé, parce que sinon c'est pas une salle de yoga, quoi. Si je veux faire de la danse ou de l'électro, ben là je sais que je vais faire du bruit. Si je vais faire de la musculation, je risque de tomber des haltères. Tout de suite on a ces réflexes-là. Donc l'usage au sens commun du terme, nous on va le transformer en usage acoustique, et donc en performance acoustique. Et donc on va dire il y a un niveau d'agression acoustique qui va être plus ou moins fort, et un niveau de sensibilité au bruit qui va être plus ou moins fort. Et on va raisonner comme ça, on va commencer à raisonner comme ça. Et du coup, si je fais un autre résumé dans la réflexion de l'adaptabilité, si je prends par exemple dans une vie de famille les gens, qu'ils soient salariés ou qu'ils soient les enfants, qui, entre guillemets, vivent en horaire décalé. Du coup, comment je vais projeter mon scénario? Parce que un horaire décalé, j'ai un point sonore important, ça va être la salle de bain. Le matin, je vais faire mes ablutions très tôt, éventuellement prendre ma douche pour me réveiller, ou alors je m'en passe, mais alors je suis crado. Je vais aller à la cuisine faire le café, et puis je vais passer par le couloir, ouvrir le placard avec les bottes, le ciré, machin, tout ça. Donc, mon propre usage est générateur de bruit. Donc si je retiens ce que tu dis, je ne peux pas suréquiper. Est-ce que dans la construction du logement, ça va nous obliger à peut-être faire une hiérarchisation à travers ces usages des fonctions du plus près au plus loin, comme on peut avoir dans une entreprise? C'est-à-dire que les gens qui sortent le plus souvent, quand je fais des aménagements de bureaux, je les mets au plus près des accès. Voilà. Oui, on a plein de pistes. Là, il y a des choses à imaginer, à inventer, en fait. Hein, parce moi, j'ai jamais rencontré un cahier des charges exprimé de cette manière-là. Je veux que les gens cohabitent de jour et de nuit. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Or, on fait des centaines de projets différents tous les ans. Hein. On intervient sur énormément de projets. Mais cette demande-là, elle est tout à fait pertinente. Et si elle est prise en compte à l'échelle d'un bâtiment, il faut raisonner de cette manière-là, avec effectivement des espaces qui vont être un peu mieux isolés que d'autres, un peu moins. Donc on va ajuster ce genre de choses. À une époque, il y avait des normes qui définissaient des espaces de jour et des espaces de nuit dans les logements. Et on disait il y a une isolation acoustique à l'intérieur du même logement entre les espaces de jour, le salon, la cuisine, la salle de bain, et les espaces de nuit.
les chambres. Donc, et alors ça, c'est une norme, elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Donc, on pourrait revenir vers ce genre de choses en disant, bah, il y a une partie d'appartement qui va être un peu plus protégée qu'une autre, enfin par rapport à une autre. Donc, on va peut-être faire 2 zones dans l'appartement pour que les gens se dérangent pas trop. Ça peut être ça. Alors, je ne sais pas. Après, il faut imaginer avec les autres intervenants. Il n'y a pas que l'acoustique. Hein, parce que si on veut isoler un peu mieux, ben, il faut s'en occuper. C'est pas les mêmes cloisons, ça coûte un peu d'argent. Et donc, en termes de synthèse par rapport à cet entretien, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans l'approche donc de l'adaptabilité, en termes de synthèse, hein, pour un acousticien? Il y a un truc à retenir, c'est la programmation, c'est savoir ce qu'on veut, les usages, essayer de savoir ce qu'on veut faire. Si on dit je veux tout faire, la réponse c'est personne ne sait construire un bâtiment comme ça coûterait trop cher. Donc il faut identifier ce qu'on veut faire et après en faire un vrai programme acoustique avec des limites, des performances. Avec des scénarios du coup. Avec des scénarios, en disant bah oui mais peut-être que ça sera comme ça. Ça fonctionnera dans telle configuration, mais si vous ne mettez pas la télévision trop forte. Ça se fait aujourd'hui dans les hôtels. Parfois on limite le niveau maximum, les hôtels le font eux-mêmes, ils limitent le niveau maximum de l'hôtel. Quand vous cliquez, à un moment donné, ça plafonne, et parfois ça plafonne à des niveaux très très faibles. En fait, c'est parce que sinon le voisin entend. On pourrait faire ça pour la télévision, mais aussi pour la musique. Ben voilà, ça pourrait être aussi une limitation de la liberté des usages. Donc il y a un jeu à trouver au milieu de tout ça. On peut réduire le bruit de la machine à café avec le parfum le matin aussi? Ben ouais, on peut capoter la machine à café. Ok. Après ça, c'est de la technique d'acoustique industrielle. Ça existe, oui, tout à fait, bien sûr. On peut faire des machines à café insonorisées, oui. Ouais, ouais. Ah ben, en cherchant, ça doit bien exister. le bruit du moulin dans les machines intégrées, ça fait énormément de bruit. Hein. Oui, tout à fait. Puis ça dure toujours une trentaine de secondes quoi, pour faire la dose. Y a-t-il quelque chose de particulier par rapport au sujet, au-delà donc de cet élément effectivement de regard particulier sur la programmatique, que tu voudrais rajouter? Moi, ça me pose effectivement un problème sur toute la notion de chape flottante. On fait aussi on va de plus en plus, si on veut améliorer la qualité des logements, à un moment donné, on passe à la chape flottante. C'est quelque chose qui est très répandu en Allemagne, en Angleterre, tout le monde, parce que les objectifs réglementaires font qu'on est quasiment obligé de faire une chape flottante. En France, on a gardé des objectifs réglementaires juste en dessous pour ne pas être obligé de faire une chape flottante. Et si on fait une chape flottante, la question de déplacer des cloisons devient difficile, compliquée, ou en tout cas encore plus à prendre en compte dès la programmation, dès le début, et dès les premiers plans, il faudrait pouvoir imaginer un quadrillage de voilà, un quadrillage, savoir ce qu'on fait dans les bureaux. D'ailleurs, dans les bureaux, on a des bureaux cloisonnables, mais on ne peut pas mettre une cloison n'importe où. On a des trams et on est obligé de mettre des cloisons dans les trams, de respecter les trams. Sinon, on n'a pas d'isolement acoustique tel qu'on acceptable entre 2 bureaux.